était son partenariat avec la Côte d'Ivoire depuis autant de Gbagbo. Hein. La France n'avait pas assez d'intérêt en Côte d'Ivoire autant de Gbagbo. Si vous ne savez pas, bien au contraire, le président Ouattara travaillait. Le métro que vous voyez là, c'est plus d'1 milliard d'euros qui est versé pour le métro d'Abidjan. Et puis vous qui êtes, vous les panafricains là, et vous les 3 pays de l'AES, on vous voit au Ghana, vous êtes en train d'être en accord avec le Ghana, croyant que le Ghana va vous accompagner. Mais le Ghana est l'un des partenaires farouches de la France. Mais ça fait quand même rire. Le Ghana est l'un des partenaires farouches de la France. Il y a 3 pays qui sont les vrais, les gros partenaires de la France. L'Afrique du Sud, le Ghana et le Nigeria. Voici les 3 pays de l'Afrique actuellement qui ont des gros partenariats avec la France. Ce n'est même pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas de gros partenariat avec la France. C'est pour ça que la France est 9e sur la liste. Partenariat de la Côte d'Ivoire. Au temps de Laurent Gbagbo, la France avait plié bagage parce qu'il voyait déjà la Côte d'Ivoire comme le Libéria et il voyait la Côte d'Ivoire comme l'Angola passé et autres. Donc la France a signé ses plus gros partenaires en Afrique sont le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Mais on voit les gens de l'AES là qui sont collés au Ghana, que le président ghanéen, mais vous faites, moi je vous ai toujours dit ici, vous êtes des Gawa. Vous êtes des vrais Gawa. C'est-à-dire que tous les autres là se servent de vous pour avancer. Vous êtes les seuls à penser que vous êtes des gars et que vous êtes en train de livrer combat. Vous allez vous allier avec le Ghana, alors que le Ghana est le plus gros partenaire de la France. Le Ghana est le plus gros partenaire de la France. Et vous dites que vous alliez avec le Ghana pour combattre la Côte d'Ivoire. Et le Ghana ne peut jamais se mettre en porte-à-faux avec la Côte d'Ivoire parce que la plus grande richesse du Ghana vient de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le savez ça? Une grande partie de la richesse du Ghana là, vient de la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent rien faire concrètement sans avoir un appui avec la Côte d'Ivoire. Et vous pensez que vous, les 3 pays de l'AES, ces pays dont je viens de citer là, vont se mettre en porte-à-faux pour vous. Je pense même bien que hier, les 3 pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, hein, définitivement. Hier, ils ont quitté la CEDEAO. Allez-y, regardez sur Google. Hier, ces trois pays de l'AES ont quitté la CEDEAO définitivement. Et quand il parle de la France, il parle de la France, je vais fermer la parenthèse et puis on va continuer. Quand il parle de la France, il parle de la France comme si la France était un pays qui avait faim. Est-ce que vous savez que Michelin, c'est une société française. Est-ce que vous savez combien Michelin touche dans le monde? Michelin, son plus gros partenariat investi se trouve aux États-Unis. Est-ce que vous savez ça? Le plus gros partenariat de Michelin se trouve aux États-Unis. Est-ce que vous savez que Air France, que vous voyez là, elle fait des voyages par jour aux États-Unis. Presque 1 million de personnes par jour aux États-Unis. Est-ce que ça vous êtes informé? Mais les pays sont en train de se développer et puis avancer. Je vous ai déjà dit ici que la diplomatie ne peut pas s'arrêter pour certains pays. Si vous coupez la diplomatie entre votre pays et d'autres pays, vous allez... Ça veut dire que vos pays vont prendre des retards de plus de 100 ans en arrière. Et c'est une réalité. Hein? Je vous avais déjà dit ici que le fait que vous ayez chassé la France de chez vous, mais vous avez même libéré la France. Parce que la France, quand elle était chez vous, elle vous protégeait à titre crédit. Et en plus de vous protéger à titre crédit, elle vous offrait des colis alimentaires. Elle vous apportait de l'aide financière. C'est-à-dire que vous avez été le pays alimentairement assisté dans le monde. Mais la France, l'iranium, là, elle a trouvé ailleurs. Hein, dans un autre pays en Afrique. Eh oui. La France, elle a trouvé l'iranium d'un autre pays en Afrique avec laquelle elle traite. Regardez le Centrafrique aujourd'hui. Je vais fermer la parenthèse tout de suite, on va continuer. Et regardez la Centrafrique aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec le président centrafricain? Voici la Russie qui vient de demander 15 milliards à la Centrafrique pour une protection. En plus que la Russie pille la Centrafrique, parce qu'elle pille la Centrafrique, ça fait des années. Elle pille la Centrafrique et elle lui demande encore 15 milliards. Mais la Centrafrique est prise au coup. Mais regardez les pays où la Russie même est passée déjà, dans quelle disposition ils sont déjà. Et quand on vous attend dit, non, nous on veut aller, hein, on veut combattre l'Occident et la Côte d'Ivoire nous barre le chemin. La Côte d'Ivoire vous barre le chemin, pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que nous là, on veut que Ado reste au pouvoir? Et qu'on veut que Ado continue d'être là?
Le travail que le président Ouattara est en train de faire, vous n'avez pas idée. Je l'ai dit ici la dernière fois dans l'une de mes sorties. J'ai dit que ce que le président Ouattara est en train de faire pour nous, là, il est en train de préparer 4 générations à venir à être bien, sans souffrance. C'est-à-dire que le vrai travail du président Ouattara, là, ça va débuter après sa réélection. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai dit que ce que le président Ouattara a fait là, ce qu'il a fait là, ça c'est ce qu'on appelle le B.A.B.A. du travail fait dans un pays. C'est le B.A.B.A. Il a fait le strict minimum. Le réel travail qu'il va faire, qui va amener la Côte d'Ivoire très loin, là, c'est après sa réélection. C'est pour ça que je dis toujours, il faudrait que Ado reste là et qu'il achève ce qu'il a commencé. Mais vous êtes tellement aveuglés que vous ne voyez pas clair. Un jour, vous allez vous asseoir pour dire, il y avait une fille sur TikTok ici, là, qui répétait ça sans cesse. Qui répétait, il faut Ado pour gérer cette Côte d'Ivoire. Avec les enjeux. Il y a trop d'enjeux. Et ces enjeux-là, la seule personne qui a habilité à pouvoir gérer ça, il s'appelle Alassane Ouattara. Il n'y a personne d'autre que moi je vois dans la Côte d'Ivoire, à part Ado lui-même. Et quand je vois des plaisantins, des panafricains à 2 balles, des personnes qui cherchent à se remplir des ventres, comme ceux que j'ai décrits tout à l'heure avant de commencer mon direct, pensent qu'ils sont en train de faire de la politique, ils veulent parler du bien de chaque pays. Mais si vous aimez vraiment ces pays-là, dites-leur la vérité. Mais non, vous ne pouvez pas leur dire la vérité, puisque vous partez vous enrichir avec Ibrahim Traoré et Assimi Koïta. Pourquoi vous allez leur dire la vérité? Ils vous font croire que sans eux, la France ne peut pas évoluer. Vous connaissez l'économie entrant de la France par jour ou par mois. Je viens de vous citer Air France simplement. Vous savez combien de voyages Air France fait par jour? C'est quelque chose d'1 million par jour ou plus. Et la France, Air France, vous savez, Air France simplement apporte quoi comme économie à la France? La société Michelin, je suis en train de vous citer juste des trucs phares. Je vais vous donner encore plus de détails tout à l'heure. Et vous êtes on est en porte-à-faux avec des tels, on va aller se rallier à le Ghana. Mais le Ghana est l'un des grands partenaires de la France. Le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Tapez sur Google, là où vous êtes tout de suite. Allez-y sur Google, tapez, faites recherche. Tapez, ces 3 pays qui sont les plus grands partenaires de l'Afrique pour la France actuellement. C'est le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc ça vous dit quoi? Ce que les politiciens là vous disent, là, vos opposants, là, parlant des Gor et les gens du PDCI, c'est du flanc. Parce qu'ils vous font croire pour vous maintenir que le président Ouattara est en train de vendre la Côte d'Ivoire à la France, mais la France avait lâché la Côte d'Ivoire depuis autant de Gbagbo Laurent. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est la vraie version. Mais regardez là ici, ils viennent faire le mea culpa à la France ici tous les jours. Et ils ont besoin de la France, mais la France n'a pas besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de la France, mais la France, elle n'a pas besoin d'eux. Ils viennent faire le mea culpa à la France ici tous les jours. Vos leaders politiques là, tiens en France ici, non? Ils font le mea culpa ici. Ils font tous le mea culpa. Ils font tous le mea culpa. Moi, je vous ai dit, il faudrait demander à vos opposants là, de vous dire la vérité. Demandez à vos opposants de vous dire la vérité, ce serait bien pour vous. Parce que vos opposants vous mentent. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils ont besoin de vous maintenir dans l'ignorance pour que vous fassiez le sale besoin pour eux quand ils ont besoin de vous. Vous incitez à sortir dans les rues, gâcher votre avenir, pendant qu'ils font de mea culpa à la France ici. Mais la France, elle avait lâché la Côte d'Ivoire depuis le temps de Gbagbo. Il y a 3 grandes sociétés françaises qui ont vendu les sociétés aux Libanais au temps de Gbagbo Laurent. Aux Libanais. Mais c'est le président Ouattara même qui est en train d'arranger un peu les choses. La France était déjà partie. Elle est en partenariat avec le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Hein. Donc quand vous dites que le président Ouattara fait le mea culpa à la France, là, vous vous trompez. Eh bien non. Eh bien non. Bien au contraire. Le président Ouattara défend les intérêts de la Côte d'Ivoire. Hein. Et donc vos leaders politiques veulent vous faire croire à ce que eux veulent que vous sortez. Ils veulent vous insulter à la haine. À ce que vous sortez dans les rues. Parce que quand on veut faire sortir des gens, il faut les manipuler. Donc ils vous manipulent pour que vous sortez dans les rues. Pour aller faire une bataille pour eux.
Ou eux, ils ont besoin de récupérer. Mais actuellement, là, est-ce que vous savez que le deuxième gisement du pétrole est en train d'être construit en Côte d'Ivoire? C'est un schéma de construction par le président Ouattara. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Je vais vous faire écouter ça rapidement. Attendez. Avant qu'on réécoute ce que l'autre disait. On va écouter rapidement. Voilà. Construire sa deuxième raffinerie de pétrole. Le projet a été officialisé le 14 mai dernier à Abidjan. Attendez. La Côte d'Ivoire va construire sa deuxième raffinerie de pétrole. Le projet a été officialisé le 14 mai dernier à Abidjan et résulte d'un partenariat stratégique entre la société ivoirienne de raffinage SIR et l'entreprise américaine Yatra Ventures. Un investissement estimé à 5,1 milliards de dollars, soit plus de 3 000 milliards de francs CFA. Dans ce projet, il est prévu de raffiner 170 000 barils de pétrole par jour. En sachant que la première raffinerie de la Côte d'Ivoire, située dans la zone industrielle de Vidri à Port-Bouët, un quartier sud d'Abidjan, raffine aujourd'hui 100 000 barils par jour. La capacité totale de raffinage du pays va passer à 270 000 barils par jour. La Côte d'Ivoire veut tout simplement ici réduire la dépendance aux importations de produits raffinés et stimuler les exportations régionales et créer donc comme ça des emplois tout en favorisant le transfert de compétences. Le ministre des Mines et du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a souligné la nécessité de doubler les capacités de raffinage pour répondre à la demande croissante. Alors pour la petite parenthèse, les Américains envisagent d'investir en tout 7 milliards de dollars en Côte d'Ivoire. Donc en dehors de cette raffinerie, on parle de l'exploitation de 2 blocs pétroliers par Valco Energy System et également le développement des énergies renouvelables avec Sun Africa qui va mobiliser 700 milliards de francs CFA pour renforcer le réseau électrique national en Côte d'Ivoire. Alors, vous venez d'attendre, la Côte d'Ivoire est en train de construire, prépare à construire le deuxième raffinement de pétrole. Et ce deuxième raffinement-là, de 1, ça va créer de l'emploi. C'est ça Alassane Ouattara. Ça va créer de l'emploi. Les emplois que ça va créer des main-d'œuvre. Et ces main-d'œuvre, ce seront des Ivoiriens. Ça, c'est deux. Les cadres qui seront dans ce domaine-là seront formés, soit aux États-Unis ou en France. Ce seraient des cadres qui seront, eux, habilités à former d'autres cadres ivoiriens. C'est-à-dire qu'on ira d'exploit à exploit. C'est-à-dire que chaque événement de construction et réalisation en Côte d'Ivoire, ça va créer de l'évolution pour la Côte d'Ivoire, mais ça crée aussi de l'emploi. Et ça crée la stabilité du pays. Ça fait en même temps 3 engagements. Premier engagement, ça stabilise le pays. Ça crée de l'emploi. Ça forme des cadres dans le domaine. Pour ceux qui ne savent pas qui est le docteur Alassane Ouattara, le président Ouattara est un visionnaire. Je l'ai dit ici, je dis, le développement d'un pays dépend de la vision de son chef d'État. Quand un chef d'État a une vision pour son pays, eh bien là, le chef d'État en question travaille pour que son pays avance. Et ça, c'est une réalité, c'est une certitude. Mais le président Ouattara, depuis il est là, il a une seule vision pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. La stabilité, la sécurité, les réalisations. Il veut que chaque Ivoirien soit indépendant. Il veut que chaque Ivoirien ait le strict minimum. Certes, tous les Ivoiriens ne deviendront pas riches. Parce que dans un pays, tout le monde ne peut pas devenir riche. Il y a des riches, il y a la classe moyenne, il y a des pauvres, il y a des misérables. Mais en tout cas, les gens qui ne sont pas riches arrivent à manger 3 repas par jour, arrivent à payer les charges et inscrire les enfants à l'école. Voici le combat du président Ouattara. Voici le combat du président Ouattara et voici sa vision. Voici son combat et sa vision. Maintenant, les pays qui vous poussent, ou les opposants qui vous poussent, les autres pays de l'AES qui poussent certains à combattre le président Ouattara, mais eux, ils l'ont bien compris. Ils ont bien compris la démarche du président. Ils ont bien compris que le président est en train d'être dans une démarche où il va non seulement faire évoluer la Côte d'Ivoire, où il va non seulement faire évoluer la Côte d'Ivoire, où il va sortir les Ivoiriens dans des difficultés. Alors dans ce cas-là, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont jaloux. Ils n'ont pas ça chez eux. Ils rêvent d'avoir ça chez eux. Donc, vu que il y a une partie de l'opposition naïve quelque part,
ou qui n'est même pas naïf, qui cherche à remplir sa poche, qui traîne quelque part, qui pousse certains Ivoiriens dans les rues, ben eux, jaloux et aigris qu'ils sont, ils veulent se mélanger dans la fête. Pourquoi? Parce que quand il y a une guerre dans un pays, si le pays est riche, les pays aux alentours viennent piquer la richesse de ce pays-là et ils exportent ça chez eux. Depuis le temps, ça a toujours été comme ça. Depuis le temps, ça a toujours été comme ça. Regardez la Deuxième Guerre mondiale là, en Allemagne, là, par exemple. Combien de personnes se sont fait des sous, se sont enrichis? Donc, les 3 pays de l'AES, là, il n'y a rien chez eux. Ils ont besoin qu'il y ait un événement en Côte d'Ivoire. Et eux, ils vont profiter pour s'enrichir. Et ça, c'est une réalité. Attendez 2 secondes. Alors, on y va. Et ça, c'est une réalité. Les 3 pays de l'AES, là, ils n'ont rien chez eux, ils le savent. Je vous dis, les sous-sols ne gorgent. Pourquoi Prigogine est parti du Mali? Expliquez. Est-ce que vous comprenez pourquoi Prigogine est parti du Mali? Ils ont plié bagage, ils ont dit au revoir, ils sont partis. Parce qu'un sous-sol, ça régénère chaque 10 ans. La richesse. Ils ont plié ce qu'ils devaient prendre là. Il n'y a pas grande chose. Ils partent. 10 ans plus tard, peut-être qu'ils reviendront avec d'autres moyens. Pareil pour le Burkina. Vous nous racontez quoi? Le seul pays qu'ils arrivent à contrôler, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on n'est pas naïfs. Nous sommes instruits chez nous. On ne tombe pas dans tout et n'importe quoi. Regardez juste ce qu'ils ont fait au Centrafrique, tout près. Actuellement, le président centrafricain, il est dans paix. Il ne peut pas se débarrasser d'eux. Il est coincé. Mais pourtant, eux, ils ont combattu la France comme les autres ont combattu la France. Mais qui est en train de périr à Centrafrique? Mais c'est le peuple centrafricain. Voici la Russie là-bas qui demande 15 milliards. 15 milliards au Centrafrique pour une protection pour qu'il reste. Pendant qu'il pille la Centrafrique depuis des années, ils demandent encore de l'argent. Mais ils sont coincés. Ça, c'est une réalité. Alors, nous allons continuer. Je ferme la parenthèse des gens de l'AES. On va venir suivre tout à l'heure. Mais nous continuons à écouter ce qu'il disait, celui-ci. Il suscite des gens dans nos partis pour s'élever. Il les suscite à gauche, il les suscite à droite. Et puis il dit, bon, ceux-là, même si les principaux là ne sont pas partants, si on prend ceux-là, ça veut dire que les élections sont exclusives. Non, hein? Non, hein? C'est pas ça, hein? Voilà. C'est pas vous qui choisissez nos candidats à nos places, hein? C'est pas vous, hein? Voilà. Si vous voulez parmi nous, là, vous pouvez choisir vos gars. C'est pas ce que vous n'avez jamais fait. Voilà. C'est pas ce que vous n'avez jamais fait. Vous pouvez choisir vos gars. Parce qu'il y a certains parmi nous là, qui sont frileux et qui acceptent ce genre de marchandage. Qui acceptent ce genre de marchandage. Voilà. Donc, vous pouvez le faire. Mais si vous le faites là, ne pensez pas que c'est notre choix. Ne pensez pas que c'est notre choix. Nous là, au PPACI, nous tenons, mais alors là, avec la plus grande fermeté, à la candidature de Laurent Gbagbo. Nous tenons à ça. Nous tenons à ça. Chez nous là, il n'y a pas d'alternative à Laurent Gbagbo. Alors, voici des personnes qui disent que eux, ils ont fait des études. Parce que lui, il s'est fait appeler un ancien étudiant hein, de la cité universitaire de Cocody. Il s'est dit intellectuel. Mais pauvre de vous, quoi. Ça veut dire que si toi, qui dis que tu es un intellectuel, moi je ne sais pas, les autres diront ils sont qui? Vous nous parlez de démocratie à longueur du temps. Vous nous parlez de droit et démocratie. Mais les droits, ça rime avec les devoirs. Et la démocratie ne se met pas au-dessus de la loi. Et les droits que vous prétendez être ne doivent pas être au-dessus de la loi. Nous sommes dans un pays où nous avons les institutions, nous avons des règles, nous avons la loi, nous avons un code, nous avons des articles. Il faut les respecter. Comme des démocrates qui ne respectent pas la loi. Des démocrates qui ne respectent pas les décisions de nos institutions. Les démocrates qui se mettent au-dessus de la loi. Les démocrates qui clament le droit qu'ils prétendent avoir, mais qui n'appliquent pas les devoirs qu'ils sont censés appliquer vis-à-vis de la loi. Vous avez pour devoir de respecter nos institutions. Vous avez pour devoir de respecter la loi. Vous avez pour devoir de respecter le président de la République.
Vous avez pour devoir de respecter toutes les institutions de la Côte d'Ivoire, leurs lois et les règles. Et vous avez le droit de demander certaines choses si vous avez des raisons de demander. Vous avez le droit de faire une réclamation face à une situation. Et quand la loi dit, la réclamation que vous avez faite là, c'est bien, c'est votre droit de faire la réclamation. Mais selon les preuves que nous avons, cette réclamation, elle est rejetée. Vous ne remplissez pas les critères et les conditions. Vous avez aussi pour devoir de l'accepter. Et d'être le citoyen modèle. Ça fait partie de votre devoir. Vous ne pouvez pas venir nous parler de droits et ne pas respecter les devoirs. C'est les deux qui riment ensemble. Il n'y a pas l'autre qui va pour laisser l'autre. Les deux marchent ensemble. Les deux sont père et mère. C'est ce que nous vivons avec l'opposition ivoirienne. C'est-à-dire que nous avons une opposition ivoirienne qui clame son droit tout le temps. Ils ont le droit de tout. Ils ont le droit de tout faire. Ils ont le droit de tout dire. Mais par contre, ils n'ont pas le devoir de respecter les choses. Mais la CU, ce n'est pas la justice. La CU, là, elle n'est pas la justice. C'est une organe indépendante. Et cette organe indépendante-là, elle a été constituée de tous les représentants de chaque parti politique par Gbagbo Laurent lui-même quand il était président de la République. D'ailleurs, il a fait confiance à cette CU. Il a une vague qui traîne que j'ai publiée. Il a dit si la CU présente les résultats provisoires, qui moi, Gbagbo, je suis, pour faire sortir mes militants dans les rues pour dire non, la CEU a mal agi. Je fais confiance à la CEU, elle travaille comme un peu. Nous, on respecte cela. Mais c'est la même CEU qui existe. Pourquoi vous n'êtes pas en train de respecter la décision de la CEU en question? D'autant qu'au sein de la CEU, le représentant de chaque parti politique y siège. Donc les décisions sont prises devant eux. Et la CEU dit, la loi, la justice a condamné Gbagbo Laurent. La CEU est claire. La CEU dit, Gbagbo Laurent a perdu ses droits civiques. La CEU dit, Gbagbo Laurent a perdu ses droits civiques. Puisque Gbagbo Laurent a une condamnation de 20 ans, il perd ses droits civiques. Donc, il ne peut pas être sur la liste électorale. Mais la CEU a fait son travail. Comment prendre une personne qui a perdu ses droits civiques et le mettre sur une liste électorale? Mais vous êtes en train de dire, oui, on veut, Gbagbo ira de gré et de force, Gbagbo ira de gré et de force. Et c'est vous qui nous parlez de multipartisme, c'est vous qui nous parlez de droit, c'est vous qui nous parlez de démocratie, et c'est vous qui nous faites la morale. Alors que vous-même, vous ne remplissez aucun de tout ce que vous prétendez, et tout ce que vous prononcez. Mais si toi, tu es en train de dire que Gbagbo va obligatoirement, mais dis-nous, si tu penses que Gbagbo est légitime pour être sur une liste électorale, dis-nous pourquoi est-ce que le PPACI ne porte pas le nom de Gbagbo Laurent. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Il faudrait que vous parliez à vos militants, parce que j'ai comme l'impression que chaque leader politique ment à ses militants, parlant de l'opposition, bien entendu. Vous mentez à vos militants, en fait. Parce que vous dites qu'obligatoirement, il faut que Gbagbo soit sur une liste électorale. Mais pourquoi celui que vous dites que il n'est pas faillible et qu'on est en train de coller une étiquette, quelque part, vous accusez le RHDP d'avoir fait des magouilles. Mais quand vous dites ça à vos militants là, expliquez à vos militants aussi que le PPACI ne porte pas le nom de Gbagbo, que c'est le nom de Nadine Bamba et deux autres personnes. Ils sont 3. Et le nom de Nadine Bamba est devant. Alors, pourquoi est-ce que le PPACI, donc Gbagbo Laurent est le président du parti, ne porte pas son nom? Et que c'est le nom de Nadine Bamba qui est devant. Ça veut dire que quelque part, Gbagbo Laurent s'est reproché de quelque chose. Et cette chose-là, il savait qu'il avait perdu ses droits civiques. Tout simplement. D'ailleurs, lui-même, il nous a dit, en 2024, au micro d'Alain Foucault, comme la même façon que Thiam s'est fouvoyé, Gbagbo s'est fouvoyé, il dit, j'ai nationalisé tous les banques. J'ai nationalisé tous les banques et j'ai déposé mes gars là-bas. Ils ont pris l'argent, ils ont payé les fonctionnaires. Il venait de nous avouer là qu'il a braqué la banque. De façon indirecte. Donc, ce qui veut dire que la loi a fait son travail comme elle se devait. Ce qui veut dire que la loi a fait son travail. Et donc, la condamnation de 20 ans qu'il a lieu d'être. Donc, partant de là, Gbagbo Laurent perd ses droits civiques. De quoi parle l'auteur? Vous le nommez comme le président de vos partis politiques. À partir du moment où vous le nommez comme le président de vos partis politiques, nous, ça ne nous concerne pas, on s'en fout. Vous faites ce que vous voulez. Mais à partir du moment où il arrive sur le tatami des élections présidentielles, la justice fait affront à Gbagbo Laurent. Vous pouvez nommer même un chat comme le président de vos partis politiques. Ce n'est pas nos problèmes au RHDP. On s'en fout. Ah ben oui. Les partis sont partagés. Mais à partir du moment où il y a une présentation à faire et que arrivent les élections,
et que vos partis politiques doivent présenter un candidat. Si vous venez nous présenter le Gbagbo Laurent, qui a 20 ans de condamnation, qui est gracié par le président Ouattara, qui a perdu ses droits civiques, ou le PPAC ne porte pas son nom et que c'est un nom d'emprunt qui est devant. Partant de là, ça veut dire que vous-même déjà, dès le début, vous avez déjà accepté tout dès le début. Et aujourd'hui, vous venez nous dire le contraire. Maintenant, parlons de Tidiane Thiam que vous présentez là. Et que vous dites que Thiam, il faudrait que Thiam soit forcément sur la liste électorale qu'il y aille. Et que vous trouvez que oui, bizarrement pour les élections, comme par hasard, Gbagbo a un défaut, Thiam a un défaut. Mais le défaut de Thiam là, qui lui a donné un défaut? Mais c'est lui-même qui s'est donné un défaut. C'est Thiam lui-même qui s'est donné un défaut. Et le défaut qui s'est donné est très clair. La loi, l'article 48 du Code de la nationalité est clair. L'article 48 du Code de la nationalité est très clair. En 1987, quand Tidiane Thiam demande la nationalité française, il est majeur. Et l'article 48 du Code de la nationalité dit, tu as 15 années, partant de la date où tu as demandé la nationalité d'un autre pays, tu as 15 années pour perdre la nationalité ivoirienne. Mais Tidiane Thiam, de 1987, en 2002, ça lui faisait 15 ans. Mais pourtant, Tidiane Thiam a été dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié, puisqu'il va y rester jusqu'à vers fin 2019, avant qu'il parte pour les États-Unis et qu'il y ait eu la mutinerie de Gbagbo Laurent, d'Henri Konan Bédié. Donc ça veut dire que Tidiane Thiam avait encore la chance de renoncer à la nationalité française et garder la nationalité ivoirienne. Puisque le Code de la nationalité ivoirienne dit, l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne dit très clairement, chaque Ivoirien qui étant majeur, qui n'a pas eu sa nationalité par affiliation, qui étant majeur, ait eu contracté une autre nationalité, peu importe, française, américaine, sud-africaine, gambienne, peu importe, c'est une nationalité venant d'ailleurs, elle a 5 années pour se retraiter, pour ne pas perdre totalement sa nationalité ivoirienne. Mais Thiam était conscient. Il nous a montré dès le début qu'il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire, que ça ne l'intéressait pas, parce qu'il ne s'est pas battu pour garder la nationalité ivoirienne. Puisque de 1987, où il prend la nationalité française, jusqu'en 2000, Thiam était toujours ivoirien. 15 ans plus tard, il s'était retraité en 2000 et qu'il avait renoncé à la nationalité française, il aurait récupéré la nationalité ivoirienne automatiquement. Il n'aurait pas eu besoin de faire une réintégration ou quoi que ce soit. Il était tout simplement ivoirien. Mais il ne l'a pas fait. En 2000, début 2023, Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne. Début 2023, Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne. Et ça, c'est clair. Ce n'est pas le président Ouattara qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'article 48 du Code de la nationalité qui le dit. Et cet article a été écrit en 1961 et elle a été revalorisée en 1973 ou 1975, entre les deux dates. Elle a été revalorisée. C'est sous Houphouët-Boigny. Dans les années 75, c'est toujours Houphouët-Boigny. Thiam perd sa nationalité ivoirienne en 2002. Le président Ouattara n'était pas au pouvoir. Mais pourquoi Thiam ne s'est pas battu pour ne pas perdre sa nationalité ivoirienne s'il avait les ambitions présidentielles, sachant que cette nationalité, ce code-là existait? Quand il vient nous dire qu'il n'avait pas vent de l'article 48, c'est encore une fois insulter les Ivoiriens que nous sommes. Et vous ne faites que ça. Vous insultez la population ivoirienne. Vous nous insultez, vous insultez notre intellect et vous nous faites passer pour des oiseaux. Ce qui n'est pas normal. Comment un Thiam qui a travaillé dans la République ivoirienne au temps d'Henri Konan Bédié, qui était au Bénin, qui a été ministre, ignorait que l'article 48 du Code de la nationalité présaillait ce que je viens de réciter. Moi qui n'ai jamais occupé un poste là-bas, je connais cet article. Pourquoi lui, il ne le connaît pas? Alors, tout est clair. Une personne qui n'est pas capable de connaître un article important dans nos règles au pays ne peut pas diriger les Ivoiriens. Il est incapable de diriger la Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas capable de reconnaître certains faits, certaines choses qui protègent les Ivoiriens, qui protègent le pays, c'est que tu es indigne. Tout simplement incapable de gérer le pays que tu convoites. Le cas de Tidiane Thiam, on ne lui a pas. Parce que vous avez tendance à dire oui, on a collé, oui, on élimine Thiam, on élimine Gbagbo, on élimine Soro, on élimine Blé Goudé. C'est les gens qui font peur, donc du coup, on les élimine. Je vais venir sur les deux associations tout à l'heure, parce qu'eux, ils sont des associations, ils ne sont pas les partis politiques. Le cas de Tidiane Thiam est clair. Mais si vous pensez que Tidiane Thiam, il y a eu une magouille ou quoi que ce soit, pour empêcher que Thiam soit sur une liste électorale,
Alors, expliquez-nous, qui sommes les Ivoiriens qui comprenons, nous les nouveaux Ivoiriens du président Ouattara, façonnés à son image, expliquez-nous comment une personne qui ne se reprochait rien en février fait une démarche pour renoncer à sa nationalité française. Pour quelle raison? Il ne se reproche rien. Il trouve qu'il est Ivoirien. Il n'a pas de double nationalité. Pourquoi Thiam se débarrasse de la nationalité française au mois de février? Vous pouvez nous expliquer ça? Même l'homme le plus zozo sur terre, quand on va poser cette question, la personne dira que vraiment, cette personne n'est pas claire. Vous dites que le RHDP a fait de la magouille. Vous dites qu'on a éliminé Gbagbo, on a éliminé Thiam, on a éliminé Soro, on a éliminé Blé, parce qu'on a peur d'eux. On les élimine. Alors, venez nous expliquer alors. Pourquoi Thiam, qui prétendait avoir la nationalité, qui n'avait pas de problème, va renoncer à sa nationalité française. S'il pensait que ça ne le condamnait pas, il dit qu'il n'était pas informé de l'article 48. Alors pourquoi est-ce qu'il a renoncé à sa nationalité française en février? Tu n'as pas connaissance de l'article 48, mais tu renonces à ta nationalité française en février. Alors que l'article 48 condamne cette nationalité que tu as, puisque tu l'as demandé étant majeur. Tu ne l'as pas eu par affiliation. Ça veut dire que tu avais connaissance de cet article-là. Thiam vient de nous mentir. C'est ce que ça signifie. Et toi, tu fais un discours, tu dis coûte à coûte. Il faudrait que Thiam et Gbagbo soient sur la liste électorale. Mais quand moi j'ai fini d'expliquer ça, là, il faudrait que vous, vos militants, se posent des bonnes questions. Le monsieur sort il y a 2 jours, il nous dit qu'il n'avait pas vent de l'article 48. Mais avant qu'il nous dise ça, en février, il a renoncé à la nationalité française. Mais il y a une seule chose qui pouvait le pousser à renoncer à la nationalité française, c'est bien l'article 48 du Code de la nationalité. S'il ne se reprochait pas, pourquoi est-ce que Thiam a-t-il renoncé à la nationalité? Tout simplement et tout bonnement. Il nous dit qu'il a eu par affiliation. Mais qu'il le démontre. Mais attendez, moi on m'accuse d'un fait où je trouve que je n'ai rien fait et que je suis innocente. Mais j'apporte les preuves. Puisque je serai au tribunal jugé et incarcéré, et je n'ai pas envie d'aller en prison parce que je suis innocent, je dois pouvoir apporter les preuves pour que le juge puisse étudier et comprendre que j'ai été accusé à tort et m'a quitté. On est bien d'accord. Dans le cas de Thiam, il accuse. Il dit que c'est par affiliation qu'il a sa nationalité. Mais qu'il démontre. Qu'il apporte les documents de son père qui est français. De par lui où il a eu sa nationalité française, c'est tellement simple. Le problème, il est réglé. Mais Thiam prend la fuite. Mais comment toi, tu peux avoir la nationalité française par affiliation et tu décides d'aller renoncer à ta nationalité française? Quand on fait sortir le dossier, ça voudrait dire que tu as menti. C'est pour ça que je l'ai surnommé le brouteur du PDC, tout bonnement. Parce qu'un brouteur, ça raconte beaucoup de choses. Et on va aller Thiam encore le même. Le même Thiam qui veut diriger la Côte d'Ivoire. Pour diriger un pays, il faut être de bon sens. Il faut aimer d'abord, ce pays-là. Il faut avoir le cardio. Parce que quand on se jette en politique, même la personne qui ne peut pas se comparer à toi viendra parler sur toi. Même, nous, on est là, on fait des directs. Il y a des gens qui viennent nous laisser les messages là. Quand on va regarder leurs profils, mais on se dit, mais c'est pas la peine. Mais si je ne suis pas en train de parler de la politique, cette personne peut venir me parler. Donc ça me glisse sur la peau. On m'insulte tous les jours, je m'en fous. J'ai une cause à défendre, je défends ma cause. Je suis prête psychologiquement et moralement pour mon combat. Mais ça, ce n'est pas diriger la Côte d'Ivoire. Alors, Thiam qui veut diriger la Côte d'Ivoire, qui n'a pas le moral, qui est dans l'émotion, qui est sur un plateau, qui se permet d'insulter un journaliste. Mais ce journaliste, en effet, que son travail, c'est un journaliste. Et les journalistes, leur travail servent à critiquer. Mais quel est le message que Thiam envoie à la jeunesse ivoirienne? Donc, il est en train d'apprendre à la jeunesse ivoirienne que quand une situation ne va pas, il faut insulter. Il n'est pas un exemple pour la jeunesse ivoirienne. Il n'est pas un exemple pour le peuple ivoirien. Et il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Il est en train de dire que, ça dit que Thiam nous démontre par A plus B sa faiblesse. C'est-à-dire que si lui, il était à la place du président Ouattara, de toute façon, les 3 pays de l'AES, surtout Ibrahim Traoré qui a passé son temps à insulter le président Ouattara, on serait en guerre avec le Burkina. On serait en guerre avec le Mali. Et on serait en guerre avec le Niger. C'est ce que ça signifie. Parce qu'il ne peut pas se contrôler. Il est émotionnel. Manque de contrôle. Il ne peut pas se gérer. Il s'emporte. Donc, s'il est capable d'insulter Ati Banga lors d'une interview, publiquement,
où des millions de personnes vont suivre son interview. Mais c'est que s'il est assis dans le fauteuil présidentiel, il est capable de nous livrer des guerres en désordre. Dieu vient de nous dévoiler la vraie personnalité de l'homme. Et moi, je souhaiterais que tout le monde apprenne de la graine. Mais de façon à ne pas à l'accepter. C'est clair. On n'a pas besoin d'un homme émotif à la tête d'un pays. On n'a pas besoin d'un homme qui règle ses comptes à tout va à la tête d'un pays. On a besoin d'un homme qui va représenter non seulement la sécurité pour les Ivoiriens, la stabilité pour la Côte d'Ivoire, le développement, le rassemblement et le vivre ensemble. Et le président Ouattara l'incarne très bien. Donc nous restons avec l'équipe qui gagne pour répondre à ce qu'il est en train de dire. Et pour aller dire, quand il nous a cité les Blé Goudé avec Soro Kibafori Diom comme étant des personnes qu'on a éliminées, nous, au RHDP, parce qu'on a peur d'eux. Mais qu'est-ce qui va faire que nous, on va avoir peur de Soro Kibafori Diom? Soro Kibafori Diom peut créer quoi dans le monde d'Alassane Ouattara? Qu'est-ce que Soro peut apporter dans le monde d'Ado? Quel changement il peut apporter? Mais vous dites qu'on a éliminé Soro Diom. Mais est-ce que le GPS de Soro Diom, là, c'est un parti politique? Ce n'est pas un parti politique. Ce sont des partis politiques qui sont censés se présenter aux élections. Est-ce que le COJEP de Blé Goudé Charles est un parti politique? Ils ont quel récépissé? Non, mais parlons peu, parlons bien et soyons réalistes. Soyons réalistes. Je comprends bien que vous faites de la politique, vous voulez forcément taguer ou tagler le président Ouattara que vous n'aimez pas. Ça, je peux le comprendre. Mais de là à nous raconter des sottises quand même, prenez-nous au sérieux. Voici deux personnes donc qui n'ont pas de récépissé, qui ont créé des mouvements que eux-mêmes dans les têtes, ils appellent ça parti politique. Mais nous, selon la loi et selon les règles normales dans tout ce monde-là, il faut d'abord que le mouvement prenne forme. Et quand ça doit prendre forme en tant que parti politique. Et le parti politique doit avoir un document qu'on appelle un récépissé. Ils n'en ont pas. Comment vous voulez qu'on les mette sur une liste électorale? Donc vous êtes en train de nous décrire la Côte d'Ivoire à votre aise de façon en bafouillant nos lois et bafouillant d'autres choses dans le pays. Est-ce que vous vous entendez même? On va continuer de l'écouter. Voilà. Le PDCI, malgré toutes les turbulences qu'ils ont créées, tient à la candidature de Thiam. Voilà. Et l'appareil du PDCI là, est mobilisé derrière Thiam. C'est Thiam qui est le candidat. Ne prenez pas quelqu'un comme ça, et puis vous allez dire que c'est PDCI. Non, c'est pas PDCI. Voilà. C'est pas PDCI. Parce qu'on connaît PDCI. On sait ce qui vient du PDCI. Voilà. Voilà. Donc, ne cherchez pas les demi-solutions. Aujourd'hui, là, vous allez affronter les poids lourds. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, en 2027, le RHDP va affronter les poids lourds. Va affronter les poids lourds. Parce qu'il faut... Ils ne savent pas quelle bonne élection ils ont gagné. Mais moi, je ne comprends pas. Hein. Vous dites que nous, on va affronter les poids lourds. Vous citez, entre guillemets, les poids lourds, ça doit être le PPACI et le PDCI. Mais si vous pensez que vous êtes un poids lourd, commençant par le PDCI, pourquoi Henri Konan Bédié a abandonné le pouvoir en 1999 et a abandonné les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire et qu'il a pris la tangente? Poids lourd que vous êtes, il devait rester là. Ah bah oui. Et puis quand on va parler du PPACI, mais qu'est-ce que le PPACI peut nous apprendre d'important? Mais vous étiez au pouvoir, nous on vous a gagné. C'est qu'un 4,4% dans les unes. Oh les mains, avec tout ce que vous aviez. En 2002, vous avez dit que le président Ouattara ne sera jamais candidat. En 2010, vous avez dit qu'il ne sera jamais candidat. En 2020, vous avez dit qu'il ne sera jamais candidat. Et en 2025, vous dites encore qu'il n'est pas candidat. Je vous rappelle un peu le passé. Ado nous a dit de regarder dans le rétroviseur. Et dans le rétroviseur, comment je suis allé regarder là? En 2002, vous avez dit qu'Ado ne sera jamais candidat. Plus, il ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire et gagner une élection. Pourtant, en 2010, Ado a été candidat, il a gagné Gbagbo dans les îles.
En 2020, vous avez dit que le président Ouattara, c'est fini, il ne pourra plus jamais être candidat. Pourtant, en 2020, il a été réélu par le peuple ivoirien. En 2025, vous criez encore. Vous dites que sa candidature ne va jamais la présenter. Il ne fera jamais de 4e mandat. Mais pourtant, Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a annoncé hier qu'il était le candidat du RHDP aux élections du 25 octobre 2025. Et là-bas encore, on va gagner les élections. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau ce que vous répétez tout le temps. On a l'habitude avec ça. Et nous c'est pour ça qu'on ne vous écoute jamais quand vous parlez, en fait. J'ai publié ça sur ma page. 2002, 2010, 2020, 2025 et tout ça. C'est publié sur ma page. C'est vous qui dites tout. 2002, vous avez dit non. 2010, il ne sera pas candidat. Il a été candidat, il a battu Gbagbo. 2020, vous avez dit non, 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 c'est mort. Il a été candidat, il a été réélu. 2025, vous dites non, il ne peut pas oser, il ne va pas se présenter. Il a annoncé sa candidature hier. Et puis, vous ne pouvez rien créer. C'est le peuple qui choisit. Le peuple a voté favorablement pour qu'il soit le candidat. Et le peuple va aller le réélu dans les urnes le 25 octobre prochain. Le président Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire encore cette année. Et on est parti pour 5 années. Moi, je vous ai déjà dit ici. Je vous ai déjà dit ici que nous, on a encore 60 ans à faire au pouvoir. Donc, souffrez de nous voir évoluer. Alors, on avance. On va continuer à l'écouter. Voilà. Parce que comment quelqu'un peut se réjouir d'avoir battu Kakabe? Bon, Kakabe, c'est mon ami, hein? C'est mon frère. Mais, voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Ils vont affronter les poids lourds. Voilà. Et ils n'ont qu'à se préparer à ça. Ils n'ont qu'à se préparer à ça. Et comme depuis longtemps, on parle, on l'a écrit, ne serait-ce que pour qu'on s'asseye pour discuter. Mais comme on le dit, ils font vu et ignorer. Et ils nous ont opposé un mur de refus, un mur épais de refus. Mais est-ce que vous l'entendez même déjà? La vraie comédie. Mais pourquoi on doit s'asseoir pour discuter avec vous? Il y a eu quoi? Parce que pour s'asseoir et discuter avec des personnes, faire un dialogue, discuter avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un problème. Il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire circule. Nos administrations sont ouvertes, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien du tout. Les Ivoiriens vont au travail, ceux qui doivent suivre les formations, suivent des formations, ceux qui doivent aller à l'école vont à l'école, ceux qui doivent voyager, voyagent. La Côte d'Ivoire tourne. Les gens vont à l'aventure, les gens vont en vacances, hein, dans les 4 coins du monde, les gens vont visiter la Côte d'Ivoire, ils rentrent chez eux. Mais il n'y a rien. On discute avec des gens quand il y a un problème. Mais il n'y a pas de problème. Pourquoi vous voulez que le président Ouattara vous reçoive pour une discussion? C'est la partie du film là qui est aussi un problème. Dans vos jeux de manipulation là, il y a quoi pour que le président Ouattara puisse vous recevoir pour une discussion? Pour qu'on puisse discuter avec vous? Parce que, oui, il refuse de nous recevoir pour qu'on discute. On discute de quoi? Le président Ouattara ne travaille pas à la CU. C'est pas lui qui fait les enquêtes de moralité à la CU pour tous ceux qui ont envie d'être candidats aux élections présidentielles. Ce n'est pas le président Ouattara. Il ne fait pas les enquêtes de moralité à la CU. Le président Ouattara n'est pas juge. Il n'est pas d'un palais de justice pour saisir la justice par rapport aux gens qui violent les lois et les articles dans notre pays. Le président Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire et le président actuel du RHDP. Donc, ce qui vous concerne, concernant la candidature de Gbagbo Laurent, qui n'est pas retenu parce qu'il ne remplit pas les conditions et les critères, et celui de Thiam qui ne remplit ni les conditions, mais ce n'est pas au président Ouattara de vous recevoir pour que vous discutiez de ça. Pourquoi vous voulez que lui discute de ça avec vous? Mais faites des requêtes. Thiam, par exemple, la justice a rejeté sa demande de certificat de nationalité. Mais qu'ils le disent, pour quel motif la justice a rejeté son certificat de nationalité à ses militants, pour que ces militants sachent pourquoi il a reçu le courrier. Thiam a bel et bien reçu le courrier de la justice qui a refusé la demande de son certificat de nationalité. Donc, il faudrait que Thiam puisse expliquer à ses militants que j'ai reçu le courrier. Voici les raisons pour lesquelles il y a un refus. Ça, ce serait honnête. Soyez honnête avec vos militants un jour. Il faut que Thiam explique cela à ses militants. Et ces communicants qui sont sur les réseaux sociaux, parce qu'apparemment, ils ignorent ça. Moi, j'ai posé la question à un la dernière fois, qui était en train de dire, hein, il s'appelle Kaza, qui disait, oui, lui, sa demande de nationalité
il fait sa demande de cette nationalité, il n'a même pas besoin d'être là-bas, et à moins de 2 semaines, il envoie quelqu'un pour aller récupérer. Il a raconté ça sur un panel, j'étais là-bas. Et je lui ai dit, mais tu es quand même marrant, toi. Est-ce que toi, tu avais la double nationalité et tu as rejeté à la nationalité que tu as pris? Il me dit non. J'ai dit, tu as la nationalité ivoirienne, tu as un titre de séjour. Il me dit oui. J'ai dit, mais c'est normal. Tu n'as pas ce problème que Tiam a. Donc, si tu fais la demande de t'aider sur une nationalité de moins de 3 mois, en 15 jours, tu l'as. Et tu peux léguer quelqu'un qui va les récupérer. Il faut que ce soit un membre de ta famille qui va présenter une pièce qui concorde avec truc. C'est normal. C'est normal. Tu n'as pas demandé une double nationalité où tu as passé les 15 années pour te retraiter pour ne pas perdre la nationalité ivoirienne, comme Tiam l'a fait. Et tu n'as pas renoncé à la nationalité. Donc si tu es dans la posture que Tiam, il faut faire une réintégration pour qu'on vérifie au sein de la justice pour voir si entre-temps tu n'avais pas une autre nationalité, ailleurs, avant de te délivrer cette nouvelle nationalité. C'est le cas de Tidiane Tiam qui ne veut pas expliquer à ses militants. Il a fermé son micro et puis il est resté un mot, il n'a pas pu sortir. Et parce que c'est la vérité. Tu ne vas pas venir prendre toi ton exemple et la comparer à l'exemple de Tiam. Je lui ai demandé, est-ce que toi, Kaza, tu as pris la double nationalité et puis tu es en train de rejeter ta nationalité française pour... Et entre-temps, tu avais perdu la nationalité ivoirienne parce qu'il faut 15 années pour la perdre. Il me dit non. J'ai dit, mais de quoi parle l'auteur? Mais c'est tout à fait normal que si tu n'es pas dans les mêmes conditions que Tiam et que tu demandes cette nationalité, qu'on puisse te la livrer en 15 jours. Et ce sont ces mensonges-là comme ça qu'eux ils véhiculent. C'est-à-dire que Tiam ne leur dit pas la vérité. Il faudrait que Tiam dise la vérité à ses militants et ses communicants sur les réseaux sociaux. Qu'il a reçu un courrier, bel et bien, de la justice qui lui demande de rentrer au pays et faire une réintégration. Et partant de cette réintégration-là, on fait des vérifications pour voir s'il n'a pas la nationalité d'un autre pays. Et si ce n'est pas le cas, on lui délivre cette nationalité qui va lui permettre de faire sa pièce d'identité ivoirienne. Ce qu'il refuse de faire d'ailleurs. Il faudrait qu'il explique le courrier qu'il a reçu à ses militants et ses cybercommunicants. De cette façon, ils seront mieux informés pour le défendre sur les réseaux sociaux. Parce que si tu tombes sur les personnes comme moi, sur un panel, moi, tu vas leur poser la question. Tu vas leur foutre la honte. J'ai tellement posé juste une petite question. Ils étaient deux, l'autre est descendu, l'autre est resté muet, son micro a été muté. Il venait de prendre une claque. Donc, il faudrait que Tiam vous informe réellement de la vraie situation pour éviter que vous preniez des claques. Quand nous autres, on va vous trouver quelque part. Et ça, c'est une réalité. De quoi parle l'auteur? On continue d'écouter. Je vois qu'il y a des personnes qui font des demandes. Je vais vous faire monter, mais on va écouter d'abord. Bon. Quand c'est comme ça, on passe à un niveau supérieur. Quand c'est comme ça, on passe à un niveau supérieur. Et on élève le niveau du débat. C'est ce que nous apprêtons à faire. C'est ce que nous apprêtons à faire. Parce qu'on a tenu ces réunions-là. Beaucoup de réunions comme ça, dans ces endroits-là. Ah bon, hein? On a fait des grands rassemblements, des grands meetings. On a fait. Il n'y a pas longtemps, le PPCI a organisé un gigantesque rassemblement à Dabou. Il n'y a pas longtemps, le PDCI a organisé une grande marche à Cocody ici, la CEI. Mais tout ça, il ne faut rien avec ça. Ah, ça c'est intéressant. Parce que vous nous faites croire qu'on vous empêche de marcher. Vous voyez la manipulation? Vous nous faites croire qu'on vous empêche de marcher. Lui-même, il vient de répéter qu'il n'y a pas longtemps, le PPACI a organisé une grande marche à Dabou. Il n'y a pas longtemps, le PDCI a organisé une grande marche à Cocody. Mais tous ces marches-là, ils ont fait la demande. Donc, les dates ont été accordées et ils sont allés marcher. Et bien avant ça, ils ont fait d'autres marches qui ont été accordées. Mais pourquoi celui du 2 là, quand on vous dit qu'on ne vous accorde pas, vous faites comme s'il y a une injustice quelque part. C'est toi qui parles. Moi, je vous dis, tout ce que vous dites là, vous serez piégé par vos propres mots. On va déconstruire tout ce que vous dites. On reprend la partie parce que c'est vraiment très important. Parce que quand on écoute, par exemple, celui-là qui nous disait ceci, que on les empêchait de marcher, on les empêche de marcher le 2, et puis lui vient nous dire ceci. Quand c'est comme ça, on passe à un niveau supérieur. Quand c'est comme ça, on passe à un niveau supérieur.
et on élève le niveau du débat. C'est ce que nous apprêtons à faire. C'est ce que nous apprêtons à faire. Parce qu'on a tenu ces réunions-là, beaucoup de réunions comme ça, dans ces endroits-là. On a fait des grands rassemblements, des grands meetings. On a fait. Oui. Il n'y a pas longtemps. Ouais. Le PPACI a organisé un gigantesque rassemblement à Dabou. Il n'y a pas longtemps, le PDCI a organisé une grande marche à Cocody ici, la CEI. Mais tout ça, il ne faut rien avec ça. Bon, moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que tu viens de dire là, toi-même, tu dis il n'y a pas longtemps, le PPACI a organisé un gigantesque et une grande marche plutôt à Dabou. Tu nous as dit. Et tu dis il n'y a pas longtemps, le PDCI a organisé une grande marche à Cocody. Donc ça veut dire que quand vous demandez des dates pour aller marcher, on vous autorise. Pourquoi vous nous faites croire, enfin pas nous, pourquoi vous faites croire aux autres sur les réseaux sociaux qu'on rejette, on annule les dates que vous choisissez pour aller marcher? Pourquoi? Mais tu viens de nous dire, il n'y a pas longtemps, le PPACI a organisé une grande marche à Dabou. Il n'y a pas longtemps, le PDCI a organisé une grande marche à Cocody. Mais pourquoi maintenant tu viens, vous venez dire sur les réseaux sociaux que le RADP vous empêche de marcher en Côte d'Ivoire? Vous voyez que vous êtes de mauvaise foi. Moi, c'est ce que j'essaie de démontrer de vous. Hein. Tout ce que vous dites là, moi, c'est pas moi qui le dis. Personne ne vous a obligé. C'est vous-même, vous avez pris vos micros, vous vous êtes rendu dans une foule, et puis vous avez commencé à dire des choses. Maintenant, nous, on a l'oreille attentive, nous, on va utiliser et on va décrypter. Mais pour des gens qui disent qu'on les empêche de marcher, du genre, nous sommes les hors-la-loi au sein du pays. Nous, les gens du RADP, nous sommes hors-la-loi. Nous, on les empêche d'évoluer. On les empêche de marcher. Mais pourquoi tu peux venir nous dire, il n'y a pas longtemps, PPACI a marché à Dabou. Il n'y a pas longtemps, PDCI a marché à Cocody. Mais il n'y a pas longtemps aussi que PPACI s'est retrouvé aussi à Gboville. Il n'y a pas longtemps, PPACI et vous êtes retrouvés à Figayo. Il n'y a pas longtemps que Thiam est parti à Soubré, à Odiéné et d'autres endroits. Mais toutes ces dates ont été accordées. Tous les meetings et les marches que vous avez demandés vous ont été accordés. Mais celui du 2 a été annulé par le procureur de la République. Parce qu'il dit qu'il n'y aura personne, les forces de l'ordre seront concentrées pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août. L'indépendance de la Côte d'Ivoire vous concerne aussi, puisque vous voulez diriger la Côte d'Ivoire. Donc l'indépendance de la Côte d'Ivoire doit aussi vous concerner en tant qu'Ivoirien. Et on vous dit, le procureur vous dit que le 2, je ne peux pas vous accorder la date du 2 parce que toutes les forces de l'ordre seront concentrées à Boaké. Nous avons 4 pays qui sont invités pour l'indépendance. La France, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Nigeria. Donc, tous les forces de l'ordre seront occupées à l'organisation de l'indépendance. Donc, il n'y aura pas les forces de l'ordre pour vous escorter. Et à chaque fois, il faudra qu'on vous escorte. C'est pour vous-même vos propres biens. Pour éviter que les fanatiques partent vous attaquer. Pour éviter aussi que vous aussi, vous dégradez les biens publics de l'État. Qu'il faudrait choisir une autre date. Vous pourrez choisir une date après le 7, tel que le 8, le 9, le 10. Et etc. Les autres dates sont là jusqu'à fin août. Mais vous vous dites, coûte à coûte, c'est le 2 là, vous voulez marcher. Alors que toi-même, tu viens de nous dire ici, il n'y a pas longtemps, vous avez marché à Dabou, il n'y a pas longtemps, vous avez marché à Cocody. Donc, ça veut dire qu'on ne vous empêche pas de marcher. Là, ça a été annulé parce qu'il y a urgence pour l'indépendance. Vous voyez la mauvaise foi que vous avez? Vous voulez faire croire qu'on vous empêche de marcher, vous voulez faire croire qu'on vous empêche de faire des choses, on ne vous empêche pas. C'est le droit civique de chaque Ivoirien qui a envie d'exprimer quelque chose, qui fasse les démarches pour qu'on lui accorde une date pour marcher. Mais si cette date-là, il y a une situation qui se passe qu'on ne peut pas vous accorder, on vous demande de déplacer la date et choisir une autre date qui est simple. Vous voulez manipuler avec la date de votre marche du 2 obligatoirement. Bon, où est votre sens patriotique en tant qu'Ivoirien pendant qu'il y a l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui se passe le 7? Le pays que vous voulez diriger, faites son indépendance le 7 août. Mais vous voulez diriger un pays qui fait son indépendance le 7 août. Mais là, à cet instant-là, vous n'êtes pas d'avis avec l'organisation de l'indépendance. Vous pouvez ne pas aimer le président Ouattara. Mais vous dites que vous êtes démocrate. Mais dans la démocratie, là, vous devez avoir le sens du citoyen qui va avec. Et le sens du citoyen, là, c'est de respecter la fête de l'indépendance. La date où la Côte d'Ivoire a eu son indépendance sous l'emprise du colon, vous n'êtes pas en train de respecter ça. Vous voulez aller marcher. Et vous venez, vous faites de la récupération. Bon, quand toi-même tu finis de nous dire ça, on va vous confondre toujours avec vous-même vos propres dits. Hein, ça, c'est clair. Moi, j'adore ça. Quand vous me donnez de quoi à jaffer comme ça, j'aime bien ça. On réécoute la partie. Donc, Kakabe, c'est mon ami, hein. C'est mon frère. Mais,
mais, voilà, voilà. Donc, c'est ça. Il faut affronter les poids lourds. Voilà. Et ils n'ont qu'à se préparer à ça. Ils n'ont qu'à se préparer à ça. Et comme depuis longtemps, on leur écrit, ne serait-ce que pour qu'on s'asseye pour discuter. Mais comme on le dit, ils font vu et ignorer. Et ils nous ont opposé un mur de refus. Un mur épais de refus. Bon. Mais nous, je vais reprendre la partie et puis on va l'écouter où il dit on les a autorisés à marcher là. Mais on discute avec vous pourquoi? Sous le motif de quoi? Nous ne sommes pas en guerre avec vous. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Nous ne sommes pas en discompte avec qui que ce soit. Le pays tourne. Les gens travaillent. Les gens vont en formation. Les gens voyagent. Les gens se marient. Mariage même que les gens font en Côte d'Ivoire là. Moi-même, je me demande même si on se marie comme ça en France. Les gens se marient. Un pays qui n'est pas stable, on ne voit pas tout ça. Les gens ne travaillent pas. Si un pays n'est pas stable, les gens ne se marient pas. On ne va pas voir les gens qui dansent, les gens qui sont immatures. L'immaturité des Ivoiriens a pris le dessus. On se moque de tout. Ça veut dire que le pays est stable et le pays est en sécurité. Donc, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de problème, là, pourquoi le président Ouattara doit vous recevoir pour discuter avec vous? Puisque le président Ouattara n'est pas à la CU, ce n'est pas lui qui fait l'enquête de moralité de la CU pour livrer, pour savoir qui peut être candidat ou pas. Il n'est ni juge, il n'est pas dans un tribunal, un palais de la justice pour condamner ceux qui ont fraudé, tel que Thiam, qui n'a pas respecté notre article 48 du Code de la nationalité. Le président Ouattara, il est au palais présidentiel, il dirige ses affaires présidentielles. Il vous reçoit pourquoi? Pour parler de quoi avec vous? Mais vous avez un problème de justice, allez-y, faites une réclamation à la justice. Vous avez un problème de justice, allez-y, faites une requête à la justice. Prenez des avocats, faites une réclamation à la justice. Si on vous ouvre la porte, vous partez expliquer vos mécontentements là-bas. Vous qui êtes trop démocrate, là, vous ne savez pas que la justice est distinguée de la République. Vous avez un problème avec la justice, allez-y à la justice. Quand les Ivoiriens ont un problème avec la justice, ils ne demandent pas audience pour aller voir le président Ouattara. Ils prennent des avocats et ils font des démarches pour être entendus par le juge et réétudier le dossier s'il le faut. Il ne faut pas de démarches pour aller voir le président Ouattara pour causer avec lui. Vous avez un problème avec la CU. La CU qui fait la révision de tout, qui fait l'enquête de moralité, dit que vous ne remplissez pas les critères pour être sur une liste électorale. Mais si vous avez un problème là, faites la requête auprès de la CU. Le président Ouattara n'est pas le président de la CU. Donc vous voulez discuter avec le président Ouattara, c'est par rapport à quoi? Mais c'est tout à fait normal qu'il ne vous reçoive pas. Parce que s'il doit vous recevoir, c'est pour parler affaires. L'évolution de la Côte d'Ivoire, vous êtes des entrepreneurs, vous voulez investir, des choses comme ça. Vous êtes ni l'un ni l'autre. Il vous reçoit pourquoi? Pour aller écouter vos charabia à 2 balles que vous rencontrez sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est un président des réseaux sociaux. Le président Ouattara n'est pas le président des réseaux sociaux. C'est un monsieur qui est d'une classe, qui est distingué, qui est civilisé et qui est intellectuel. Qui n'est pas dans vos bassesses à 2 balles. Il n'est pas le président des réseaux sociaux. Il vous reçoit pour écouter ce que vous racontez sur les réseaux sociaux, c'est pas quoi. Si Ado même fait ça, même nous-mêmes, on va se fâcher. Pourquoi il va faire ça? Vous pouvez nous dire que non, il refuse de nous recevoir. Mais c'est tout à fait normal qu'il ne vous reçoive pas. Il n'est ni juge, ni président de la CU. Il vous reçoit pour vous parler de quoi? Allez-y voir qui de droit. Faites vos réclamations là-bas. Et on ouvre les hostilités pour vous écouter, c'est tout. On ne vous dit pas de ne pas faire des réclamations. Vous êtes des Ivoiriens, vous avez ce droit-là. Mais ce n'est pas la présidence qu'il faut faire ces réclamations. Il vous reçoit pour quel motif? Vous avez des personnes remplies de thunes qui voulaient faire un business dans la Côte d'Ivoire ou bien qui voulaient investir ou je ne sais pas moi. Vous êtes des coulés, vous n'avez rien. Donc, on vous fait, donc je ne comprends pas. Mais vous mentez tellement à vos militants, ce n'est pas possible. On continue. Hein. Quand c'est comme ça, on passe à un niveau supérieur. Quand c'est comme ça, on passe à un niveau supérieur. Et on élève le niveau du débat. C'est ce que nous apprêtons à faire. C'est ce que nous nous apprêtons à faire. Parce qu'on a tenu ces réunions-là. Beaucoup de réunions comme ça, dans ces endroits-là. On a fait des grands rassemblements, des grands meetings. On a fait. Il n'y a pas longtemps, le PPCI a organisé un gigantesque rassemblement à Dabou.
Le PDCI a organisé une grande marche à Cocody d'ici la Sœur-Rie. Mais tout ça, ils ne font rien avec ça. Voilà. Ils ne font rien avec ça. En conséquence de quoi? Nous avons... Bon, toi-même, tu nous facilites la tâche. Moi, j'aime bien quand vous me facilitez la tâche comme ça. C'est bien. Continuez à vous livrer comme ça et moi, je vais bien vous décrypter. Bon, toi-même, tu viens de citer il n'y a pas longtemps, le PPAC a fait sa grande marche à Dabou. Il n'y a pas longtemps, le PDCI a fait sa grande marche à Cocody. Ça veut dire que vous n'êtes pas opprimé comme vous voulez le faire croire. Ça veut dire que vous, on ne vous empêche pas de vos droits civiques. Ça veut dire qu'on ne vous dérange pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas opprimé, vous n'êtes pas muselé. Ça veut dire que vous avez la liberté d'expression. Vous avez même la liberté totale de pouvoir aller vous exprimer en organisant les meetings géants, des rassemblements gigantesques. Vous avez organisé un grand rassemblement, mais toi-même tu le cites. Mais avant Daboula, il y a eu Agboville. Avant Agboville, il y a eu encore un autre lieu. Il y a eu aussi Bonois. Ou bien, est-ce que vous avez été empêché? Vous n'avez pas été empêché. Et vous êtes allé à Figayo. Vous avez demandé, vous n'avez pas été empêché. Et le PDCI, Tidiane Thiam a fait tous ses tournées. Soubré, il est même parti à Odiene, il est allé à Yamsokoro, il est allé dans presque tous les coins. Il est allé aussi, Véronique Aka est allée partout. Mais Cocody tout récemment.